Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être présents en ligne ou dans cette salle de l'IUT Jean Moulin qui nous accueille et qu'on remercie pour cette dernière séance du cours de cette année. Je vous rappelle la thématique de ce cours, l'air matière première de l'urbain, esquisse d'une aérologie anthropocène. Le mot esquisse est important puisque nous n'aurons fait qu'esquisser toute une série de questions tout à fait proliférantes et passionnantes. Et la fois dernière, nous avons commencé à aborder cette thématique tout à fait fondamentale pour la compréhension du monde urbain contemporain, c'est-à-dire la thématique de l'air climatisé, puisque là nous rentrons véritablement dans le dur, si je puis dire, des capacités humaines de géo-ingénierie, voire de terraformation d'un air tout à fait spécifique qui n'a rien à voir avec l'air, comment faudrait-il l'appeler, naturel, en tout cas l'air avant cette intervention-là. Et dans le domaine de la climatisation, on voit à quel point, depuis les premières intuitions de Wilfried Carrier autour des théâtres et de la climatisation des théâtres, au début des années 20, nous sommes passés dans un monde où désormais la climatisation a gagné toute une série d'espaces de plus en plus nombreux. Et nous nous étions, la fois dernière, arrêtés sur le fait que le nombre d'unités spatiales climatisées stables ou mobiles, puisque les véhicules sont désormais systématiquement climatisés, donc font recours à cette technologie de la climatisation qui va toujours de pair d'ailleurs avec une technologie de la filtration. Il n'y a pas de climatisation sans filtration, donc nous sommes vraiment dans des technologies de travail de l'air. Eh bien aujourd'hui, les véhicules sont assez systématiquement climatisés, de plus en plus de bâtiments, de bureaux, de locaux d'enseignement, sauf à Lyon, sont de plus en plus climatisés. Toute une série d'activités ne se conçoivent plus désormais sans climatisation. On va même aujourd'hui jusqu'à climatiser des stades. Pour la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar, les stades seront climatisés. On climatise des unités de plus en plus grandes. Par exemple, ces tours absolument gigantesques comme la Burj Khalifa, 820 mètres de haut, greffées au Dubai Mall. Ici, le mall le plus rentable du monde, avec des centaines de milliers de mètres cubes à climatiser en permanence dans un espace désertique où les températures sont colossales, ce qui confronte évidemment aussi les ingénieurs de la climatisation à des problèmes de condensation qu'il faut évidemment traiter parallèlement, donc avec un génie thermique qui devient aujourd'hui de plus en plus sophistiqué et qui est à l'origine de la création d'une industrie très puissante, une industrie à la fois de fabrication des systèmes de climatisation, avec de plus en plus de variété dans ces systèmes de climatisation, de la climatisation individuelle, mobile, portative, à la centrale de climatisation qui, comme à Dubaï, produit de la glace pour refroidir de l'eau à 3 degrés qui va ensuite circuler dans des tuyauteries et ensuite produire de l'air frais qui va être pulsé dans les locaux. Donc on produit de la glace pour refroidir de l'eau qui va ensuite produire de l'air frais. Vous voyez tout ça en plein désert, dans un espace où de surcroît on manque d'eau. Puisque Dubaï, il n'y a pas simplement la problématique du chaud, il y a aussi la problématique de l'eau. Nous sommes dans un espace désertique. Donc vous voyez bien les génies que cela suppose et les accumulations capitalistiques que ça présuppose. Et nous avions d'ailleurs terminé la fois dernière par la découverte de l'activité d'un certain nombre de grands groupes français comme Veolia ou Engie qui vont acheter des unités de production de froid. Donc Engie a acheté l'entreprise de production de froid du groupe Emaar, propriétaire du Dubai Mall, de la Burj Khalifa et à peu près propriétaire de 25% de Dubaï. Donc un groupe capitalistique considérable. Engie a acheté cette centrale de production de froid. Ces centrales de production de froid, il y en a plusieurs, les a achetées 685 millions de dollars. Donc pour vous donner une idée des sommes que ça représente. Et puis quant à Veolia, nous avions vu comment Veolia a créé une joint venture pour exploiter les
usines de production de froid de pays du Golfe et de pays proches comme l'Égypte ou le Liban, donc des pays où les besoins sont considérables, et en profitent d'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici, pour faire en sorte que cette production de froid permette à ces entreprises aussi de vendre du monitoring plus général, permettant de contrôler les immeubles et même de réguler le fonctionnement de la ville dans une perspective de smart city pure et parfaite. C'est-à-dire ces entreprises s'appuient sur la climatisation pour proposer des services smart fondés sur des capteurs numériques, sur des capacités de production de froid et de production d'énergie et sur du pilotage de tout ça dans des control rooms extrêmement sophistiqués. Et nous sommes là véritablement dans la proposition d'un certain nombre d'entreprises de pouvoir piloter la ville à partir d'une maîtrise d'une ingénierie spécifique qui est l'ingénierie énergétique et thermique et d'une algorithmique et d'un traitement de données spécifique. Nous sommes véritablement au cœur de la Smart City telle qu'elle s'est développée à la fin des années 90. Et donc vous voyez comment à partir du champ de l'air froid, si nous en avions le temps, nous pourrions connecter cette étude à l'étude de la promotion de la Smart City par un certain nombre d'entreprises comme une sorte de modèle de régulation urbaine fondée sur la capacité de produire et de piloter des services urbains et des prestations urbaines. Et là, le froid est typique de cela, notamment dans les pays du Golfe où il y a des besoins absolument considérables. Il y en a aussi beaucoup de ces besoins en Chine qui sont plutôt couverts par des entreprises chinoises qui se sont beaucoup développées ces derniers temps. Et il faut bien comprendre que cette généralisation de la production de froid, évidemment, nous allons en dire un mot tout à l'heure, n'est pas prête apparemment de s'arrêter, puisqu'on peut même considérer que dans une époque de réchauffement climatique, où les estimations croissent sans cesse en matière de population exposée aux vagues de chaleur meurtrières, on estime que sur les 10 milliards d'habitants en 2050 et 7 milliards d'urbains, plus de la moitié de ces habitants seront exposés régulièrement à des chaleurs insoutenables, soit par des vagues de chaleur, soit même résideront dans des espaces de chaleur insoutenables. Nous venons de battre le record du monde en Irak de températures relevées à l'ombre avec des températures de plus de 52 degrés. Donc ça, ce sont des chaleurs insoutenables. Donc on estime que plus de la moitié de l'humanité sera confrontée au problème des chaleurs insoutenables. Évidemment, vous imaginez bien que l'ensemble du secteur de la production de fraîcheur se frotte les mains. C'est peut-être un des domaines qui est promis, sauf bouleversement, à la plus forte expansion industrielle des 25 prochaines années, avec des technologies qui sont à la fois des technologies permettant de servir les besoins d'individus, les besoins de mobilité et les besoins des grosses structures. Donc, toutes ces technologies imposent une concentration capitalistique très forte, et toutes ces technologies sont des technologies où les génies thermiques croisent le champ des capteurs, de la métrologie et le champ de l'intelligence artificielle et de l'algorithmique pour le pilotage de tout cela. Donc nous avons en plus un champ, celui de la fraîcheur urbaine, du cool, de l'air climatisé, qui est un attracteur de toute une série d'autres activités. Donc l'air urbain climatisé n'est pas marginal aujourd'hui dans le monde et le sera de moins en moins. On peut même faire une sorte d'hypothèse qui est de dire, je l'avais esquissé la fois dernière, que l'air urbain climatisé devient une sorte de standard. Et ça donne tout à fait consistance à cette hypothèse qui est au cœur de ce cours, que l'air est une matière première de l'organisation de l'urbain contemporain. Il y a beaucoup d'espaces urbains aujourd'hui qui sont pensés dans leur développement avec, dès le départ, dans cette pensée du développement, l'idée qu'il faut développer des enveloppes, des bulles pour accueillir un air contrôlé, et en particulier un air climatisé. C'est-à-dire même la conception architecturale intègre cette dimension comme élément constitutif du projet.
Et ça commence dès les années 50, en fait, avec les centres commerciaux. Et un élément décisif, c'est les années 60 avec la promotion de la tour, de l'immeuble de grande hauteur, comme un standard urbain mondial, parce que effectivement, dès qu'on construit des tours, il faut maîtriser quelques technologies de fonctionnement au quotidien, notamment, n'oubliez jamais, la technologie de l'ascenseur, la technologie de l'éclairage et la technologie de la climatisation, puisque les tours sont en général très tôt, dès qu'elles sont relativement élevées, des espaces sans fenêtres ouvertes. Donc dès le départ, la tour apparaît comme une bulle qui nécessite de maîtriser les technologies de l'air et qui nécessite en même temps de maîtriser très tôt l'approvisionnement en énergie, puisque ces tours ne sont pas exploitables sans une source d'énergie fiable et constante. Vous ne pouvez pas exploiter une tour si vous avez des coupures de courant. C'est pas possible. Donc ça nécessite la fiabilité de la fourniture énergétique. Et ça nécessite des coûts d'énergie extrêmement contrôlés. Donc toutes les entreprises dont je vous parle, qui produisent de la fraîcheur, qui produisent du service de pilotage des immeubles rafraîchis, sont également des entreprises qui vont traquer les marges d'économie en matière d'approvisionnement en énergie, et ce n'est pas un hasard si beaucoup de ces entreprises sont des entreprises énergétiques, sont des entreprises de production d'énergie. Je ne sais pas qui a fait ding, ça doit être moi, mais c'est le génie peut-être qui sonne, mais ça ne devrait pas m'empêcher de continuer. Donc cette convergence des activités est très intéressante et évidemment c'est un des éléments de la puissance urbaine contemporaine, c'est un des éléments de l'urbanisation planétaire dont il faut véritablement tenir compte, et il faut en tenir compte d'autant plus que vous comprenez immédiatement, je l'ai dit déjà la fois dernière, mais je le redis, que cette mise en place du nouveau standard de l'air frais produit de nouvelles inégalités sociales. Dans un monde qui se réchauffe, l'accès à la fraîcheur va devenir de plus en plus stratégique. On en avait parlé rapidement la fois dernière, lorsque l'Inde connaît au mois de mai cet épisode, je ne sais même plus si on peut parler de canicule, tellement ces épisodes sont hors d'échelle, connaît cette vague de chaleur de plusieurs semaines où les chaleurs montent régulièrement jusqu'à des températures de 50 degrés plusieurs jours de suite dans des grandes mégapoles indiennes, les riches peuvent se rafraîchir, des millions et des millions d'habitants pauvres, sous bidonville, donc sous tôle, sont exposés jour et nuit à des températures insoutenables et ne trouvent parfois leur salut que dans des centres commerciaux climatisés où ils vont se rafraîchir. Et je rappelle aussi qu'en Colombie-Britannique, lors de la vague de canicule de l'été dernier, on a atteint des températures inouïes en Colombie-Britannique, de près de 50 degrés. On a même relevé sur les trottoirs de Vancouver des températures de près de 60 degrés sur des trottoirs exposés, à l'ombre, une fois que le soleil est parti. On a dû ouvrir des entrepôts rafraîchis, des entrepôts frigorifiques rafraîchis pour accueillir les homeless qui mouraient littéralement d'épuisement et de chaleur dans la rue. Donc cette production d'inégalités nouvelles liées à l'accès à l'air frais, c'est un élément stratégique qui me permet d'affirmer que cette question de l'air climatisé est une question géopolitique. Au sens où la géopolitique, c'est l'étude de la façon dont des choix d'organisation de l'espace et d'accès à des espaces produit de la différenciation politique, de la conflictualité politique, des rapports de pouvoir. Donc nous avons véritablement une géopolitique de l'air climatisé qui est tout à fait importante à prendre en considération, et cette géopolitique, elle commence à la géographie des pays producteurs de technologies, à la géographie de la climatisation par grande aire régionale. La puissance des pays moyen-orientaux et leur puissance urbaine ne se comprend pas sans air climatisé. N'oublions pas que nous avons dans ces pays, dans cette zone géographique, en 50 ans, imposé des métropoles sans existence historique préalable réelle, dans des climats totalement hostiles au groupement de population, entièrement à partir de la capacité de tout climatiser.
Si vous ne climatisez pas Dubaï, Dubaï est intenable. C'est intenable. À cette échelle-là, hein, j'entends. Donc, vous avez des choses qui sont quand même très étranges. Hein. Il faut prendre conscience des artefacts urbains qu'on a été capable de produire depuis 50 ans avec des investissements de capitaux absolument colossaux, fondés là sur les capitaux holocènes par excellence, que sont les capitaux issus de l'exploitation de la rente pétrolière. Donc, vous voyez, nous sommes là dans quelque chose qui est complètement au cœur de notre sujet. Et puis, il faut bien voir que la climatisation est donc véritablement un marqueur de l'urbanisation contemporaine, et c'est un marqueur, comme je le dis aussi, de nos problèmes anthropocènes, puisque toute une série de questions se posent. D'abord, je rappelle que les gaz réfrigérants, donc vous savez, on peut produire du froid, je l'ai montré rapidement hier, on peut produire du froid en compressant de l'air. Pardon. On peut produire du froid en compressant de l'air. Vous voyez, il y a un compresseur qui compresse de l'air, mais on peut aussi compresser des gaz, qui sont des gaz réfrigérants, donc qui vont avoir une capacité calorique différente de l'air et qui vont accélérer la production de froid, n'est-ce pas? Et on utilise beaucoup de gaz désormais dans les grands systèmes de climatisation, mais on les utilise aussi dans les frigos, hein, dans les grands systèmes de climatisation. Alors là, je n'ai pas voulu m'embarquer là-dedans parce que vous connaissez mon péché mignon pour m'embarquer sur des sujets qui n'intéressent que moi, mais néanmoins, j'ai failli vous faire une digression sur les réfrigérateurs, hein, parce qu'en réalité, c'est pas si éloigné que ça de ce dont nous parlons. Parce que, en fait, derrière tout ça, il y a un sujet qui est absolument fascinant qu'un jour je voudrais aborder, qui est le sujet de la production du froid, hein, qui englobe bien d'autres choses que l'air climatisé, mais qui est un sujet absolument central, qui est le sujet de la production du froid et de la géographie du froid produit à l'échelle mondiale. Le froid devient de plus en plus important à mesure que la planète se réchauffe. Donc il y a quelque chose de fascinant autour de la question du froid, hein, qui serait vraiment à aborder comme un sujet tout à fait fondamental. Donc ces gaz utilisés pour les compresseurs, il ne faut jamais oublier qu'ils ont été incriminés dans le premier cas d'atteinte globale au fonctionnement du système biophysique planétaire documenté, et à partir duquel on a construit une action collective, c'est le cas de la couche d'ozone, hein, c'est le cas de la dégradation de la couche d'ozone troposphérique au pôle. Hein. L'ozone troposphérique se dégrade parce qu'elle est en particulier attaquée dans des conditions de température très particulières, à des températures très froides. Elle est en particulier attaquée par les gaz fluorocarbone qui sont rejetés dans l'atmosphère par les systèmes de froid qui fuitent ou d'ailleurs par des gaz propulseurs d'aérosols. Et donc, les gaz réfrigérants sont incriminés dans la crise de l'ozone. Ils sont interdits par le protocole de Montréal en 1987. Le protocole de Montréal, c'est la première grande décision collective à l'échelle des Nations Unies pour changer un processus productif, pour maîtriser une évolution du système biophysique planétaire qui pose problème. En gros, le protocole de Montréal, c'est un acte de géo-ingénierie planétaire. C'est-à-dire qu'on va, par la contrainte sur les industriels, changer des procès productifs et donc changer aussi des produits de consommation proposés aux consommateurs mondiaux afin d'inverser un processus planétaire qui est la dégradation de l'ozone troposphérique au pôle qui nous protège d'un certain nombre de rayonnements solaires. Excusez-moi, pour moi, c'est de la géo-ingénierie. C'est de la géo-ingénierie indirecte, c'est-à-dire qu'on n'agit pas directement par une technologie sur la couche d'ozone, on agit indirectement par changement d'une alimentation en gaz de cette couche d'ozone qui, par catalyse, détruit les molécules d'ozone. Donc on va agir indirectement sur la chimie de l'atmosphère. Bon, si ce n'est pas de la terraformation, de la géo-ingénierie, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est intéressant la couche d'ozone, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. C'est aussi intéressant parce qu'on a réussi à se mettre d'accord en 87 à Montréal sur quelque chose qui était très impliquant pour les industriels et pour les consommateurs parce que les prix ont augmenté.
de tous les produits qui étaient jusque-là produits. C'est intéressant de voir que là, ça a fonctionné. Le protocole de Montréal est toujours en activité. Il y a des comités de suivi qui abordent assez régulièrement ce qu'il en est de l'évolution de la couche d'ozone. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en 87, ça a fonctionné et de se dire, mais aujourd'hui, on n'y arrive plus. Sans doute parce qu'on attaque des industries qui sont un tout petit peu plus vitales que ce que l'on croyait à l'époque des industries des gaz propulseurs ou des industries du froid. Mais les industries du froid ne sont pas quittes à l'heure actuelle, puisque comme vous le voyez, il y a aujourd'hui une interrogation sur les gaz réfrigérants HFC, donc les hydrofluorocarbones, qui sont utilisés par certains grands systèmes de climatisation qui avaient été sortis du protocole de Kyoto à la demande de Montréal, à la demande des industriels en 87 parce qu'on estimait qu'ils avaient un faible pouvoir dans la catalyse de l'ozone d'intervenir de façon négative. Mais on n'est plus tout à fait aussi sûr de ça et il y a un suivi très attentif de ces HFC, mais désormais l'industrie du froid est beaucoup plus puissante et beaucoup plus résistante. Même s'il y a des tentatives faites pour trouver d'autres types de gaz, on en verra un exemple tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est très intéressant la question de l'ozone et ça reste un sujet extrêmement intéressant en matière de pilotage mondial d'un problème planétaire à partir de consommation locale et de production locale. La question de la climatisation prend une acuité considérable puisque vous voyez qu'ici on estime, vous voyez c'est ce diagramme-là, qu'on estime donc qu'on aurait une très forte croissance de l'achat de climatiseurs notamment individuels, c'est vraiment ce domaine-là qui va le croître le plus dans les 25 prochaines années. C'est moins les grosses unités de production qui sont plus maîtrisées en fait que la production de fraîcheur individuelle. C'est-à-dire en gros, le mouvement qui est lancé et qui est porté par une norme sociale, qui est porté par une imagination dominante, le mouvement qui est lancé, c'est face aux vagues de chaleur, équipez-vous dans vos domiciles de climatiseurs individuels. Regardez ce qui se passe en ce moment, les publicités pour les climatiseurs sont omniprésentes, les boîtes de climatisation ont des carnets de commandes longs comme le bras pour plusieurs années, donc véritablement la norme qui s'impose, c'est la climatisation des domiciles. Ça n'est pas un hasard si c'est la Chine qui a connu la plus forte dynamique de vente de produits de climatisation individuelle dans les 30 dernières années, et si dans un certain nombre de pays aujourd'hui, cette dynamique prend le dessus et vous voyez qu'on estime qu'il y aura un marché qui est aujourd'hui estimé à peu près 2 milliards d'appareils en activité. On pourrait monter jusqu'à 5 ou 6 milliards d'appareils en activité. C'est vertigineux parce que 5 à 6 milliards dans une population à 10 milliards, dont 7 milliards d'urbains, ça veut dire qu'on postule en fait que pratiquement tous les logements sont équipés d'un climatiseur. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est vraiment là dans une projection normative. Alors bien sûr, ça ce sont des données sorties du rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est plutôt favorable à l'utilisation de climatisation. Ce ne sont pas des choix alternatifs, mais ça montre bien que la norme du monde urbanisé planétaire va vers la généralisation de la climatisation. Et vous le voyez, les deux grands pays qui vont assurer une bonne partie de cela, c'est l'Inde et la Chine. Et évidemment, il peut y avoir plusieurs blocs de climatisation par domicile, notamment lorsqu'on est dans des domiciles importants ou lorsqu'on est confronté à des chaleurs très fortes qui exigent de multiplier les blocs de climatisation. Il va de soi que ça va produire des effets. Regardez sur la consommation d'énergie. Vous voyez le graphique du haut, 1,8, World Energy Consumption for Space Cooling in Buildings. Donc là, pour la consommation d'énergie, vous voyez bien que cette croissance de la consommation est continue depuis 1990 et qu'elle va se poursuivre. Donc on a consommé une énergie colossale pour la climatisation
depuis 1990. Le grand boom de la climatisation individuelle, c'est post-1990. C'est le moment où, en particulier, la Chine commence à s'équiper. Mais ça, vous avez l'habitude. Dans ce cours, je rappelle souvent que l'urbanisation chinoise est un processus mondial. Hein, c'est un processus qui a un impact sur l'ensemble des phénomènes d'urbanisation planétaire, directement et indirectement. Là, ça se voit par l'ouverture du marché de la climatisation individuelle. Et d'ailleurs, quelques entreprises chinoises, contrôlées plus ou moins par l'État, sont aujourd'hui des entreprises majeures dans ce domaine-là. On voit aussi que le graphique du bas permet de détailler par pays. Hein. Vous voyez donc l'ampleur de la comparaison de la consommation d'énergie entre 1990 et 2016. Ça, c'est le dernier rapport disponible de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié en 2019. Vous voyez, la croissance est vertigineuse partout. Hein. Il y a peu de secteurs qui ont connu autant de croissance de consommation d'énergie que le secteur de la climatisation. C'est même vraisemblablement le secteur urbain le plus contributeur à la croissance de la consommation d'énergie. C'est encore plus important que la part de croissance de consommation d'énergie dans la mobilité automobile. C'est moins important quantitativement, mais en proportion de croissance, c'est plus important. Regardez aux États-Unis, où pourtant le parc était déjà très fort en 90, regardez la Chine, hein, qui est absolument stupéfiant. Et puis vous voyez aussi le Moyen-Orient, le Japon, l'Inde aussi, la Corée, le Mexique, le Brésil, l'Indonésie qui va être un pays où cette projection de croissance est très forte. En fait, les trois grands blocs géographiques qui devraient contribuer le plus à cette croissance, c'est Chine, enfin dans l'ordre, Inde, Indonésie, Chine, dans l'ordre de croissance. Et n'oublions pas que l'Indonésie est un très grand pays et c'est un pays très urbanisé. Donc nous avons là une jonction directe aussi avec le champ de l'urbanisation. Avec évidemment des choses tout à fait nouvelles qui apparaissent, hein, avec des profils de demande énergétique qui ont complètement évolué. Regardez en Californie en 2017, vous avez à gauche la demande énergétique et le service par type d'énergie dans un mois de décembre et de l'autre côté, la demande énergétique pour un mois d'août avec le type d'énergie mobilisée. Parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment de regarder aussi le type d'énergie qui est mobilisé. Et vous voyez que dans le cas de la Californie, il y a beaucoup d'importations énergétiques. Hein, la Californie est très dépendante des importations énergétiques. Et vous voyez que le pic de demande énergétique est désormais estivale. Je rappelle que même en France, désormais, le principal pic de consommation énergétique est estival. Hein, donc on a consommé plus d'énergie dans les dernières semaines du mois de juin, dans les précédentes semaines du mois de juin, lorsqu'on a fait face à cette vague de chaleur très précoce, on a consommé plus d'énergie qu'au mois de décembre. Voilà. Donc, et comme nous avons une énergie très nucléaire et que nous avons un problème de gestion de nos centrales nucléaires en période de sécheresse, ce qui est le cas aujourd'hui, on se retrouve devant des problématiques énergétiques qui sont extrêmement compliquées et c'est pour ça que les grandes entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des énergéticiens, sont souvent des entreprises leaders dans le domaine de la fourniture de services de type Smart City à des entités qui ont besoin de fraîcheur. Et puis vous voyez en dessous la consommation, la production d'émissions de gaz carbonique associée au space cooling, c'est-à-dire associée à la climatisation, par source d'énergie. Alors vous voyez la croissance forte depuis 1990. La ligne verte, ça c'est Share of Cooling in Total Emission from Buildings. Donc en fait c'est la part de l'énergie utilisée, enfin c'est la part de gaz carbonique produite par l'énergie utilisée pour la climatisation par rapport au total des émissions de gaz de l'ensemble du secteur du bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on s'aperçoit que dans l'émission de gaz des bâtiments, dans l'émission de CO2 des bâtiments, la part d'émissions de CO2 qui vient des nécessités de l'air climatisé augmente sans cesse. Okay, donc c'est QFD, ça veut dire que ça devient un secteur absolument central. Et puis évidemment, vous voyez la problématique majeure, c'est que la plus grande part de cette énergie
c'est le charbon. Ok? Donc en fait, l'air climatisé est un marqueur anthropocène parce que sa croissance en énergie croît, sa croissance en énergie est sans cesse ascendante, et de surcroît, c'est une énergie qui est massivement carbonée. En particulier une énergie charbon. Ok, il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein, et l'énergie solaire reste très très minoritaire par rapport aux besoins qui sont aujourd'hui les besoins de la demande. Donc il y a un enjeu absolument colossal dans cette histoire. Et voici une petite synthèse que je vous ai faite. L'utilisation de l'énergie pour la climatisation augmente plus rapidement que pour toute autre utilisation finale dans les bâtiments. Il y a eu un triplement de cette utilisation en une génération, ce qui est colossal. Les émissions de CO2 ont triplé également. Le secteur de l'air climatisé produit autant de CO2 que le Japon, en tant que pays. Ah, c'est pas rien hein, quand vous connaissez le Japon et l'économie japonaise, la troisième économie mondiale. Ok? C'est l'équivalent du secteur de l'air climatisé. L'émission de polluants atmosphériques croît en proportion et elle n'est pas connue. C'est une hypothèse de travail. C'est-à-dire on commence à documenter le lien entre la pollution atmosphérique et l'air conditionné, puisqu'on utilise du charbon. Et puis en plus, pour produire les climatiseurs, on utilise aussi des matériaux et des process industriels qui émettent des polluants. Ça, c'est un domaine complètement aujourd'hui à travailler. La demande croissante de climatisation exerce une pression énorme sur les systèmes électriques. Et là aussi, ça produit des géopolitiques entre les pays qui seront capables d'assurer un approvisionnement constant et les pays qui ne pourront pas produire constamment de l'énergie. Quand vous êtes dans certains pays où il y a des coupures d'énergie en permanence tous les jours, quand vous êtes dans certains pays où il y a parfois 2 heures d'énergie le matin, 2 heures d'énergie le soir, vous n'êtes pas dans la même position que lorsque vous êtes dans un pays où il y a une constante, ou lorsque vous êtes dans un bidonville et que vous n'accédez que très peu à l'énergie ou sur des branchements de fortune qui eux-mêmes sont soumis à des interruptions plus ou moins volontaires, vous n'êtes pas dans une situation d'égalité d'accès à la fraîcheur, même si on pourrait discuter sur le fait de savoir si cet accès peut être ou pas considéré comme indispensable. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est exposé à des températures de plus de 37 degrés dans la journée, on est face à des chaleurs létales, donc on est face à un problème d'habitabilité, et donc la question de la fraîcheur devient une question majeure. Parce que de toute façon, ne nous y trompons pas, au bout du compte, ce sont toujours les populations les plus faibles qui trinquent. Et là, on l'avait dit la fois dernière, vous voyez toutes les logiques d'intersectionnalité qui sont à l'œuvre, puisque en général, les populations les plus faibles, c'est minorité sociale, surtout minorité raciale, et à l'intérieur des minorités raciales, ce sont souvent les femmes qui sont les plus exposées. Il n'y a pratiquement pas de contre-exemple. Voilà. Je me demande d'ailleurs pourquoi certains grimpent au rideau quand on parle d'intersectionnalité, parce que c'est simplement de la bonne analyse sociale qu'on connaît depuis des décennies. Si on a été un peu bourdieusien dans sa jeunesse, on ne parlait pas d'intersectionnalité, mais on parlait de convergence des facteurs d'inégalité. Donc c'est toujours comme ça, c'est le pattern, comme on dirait en bon français, qui est constant. Donc il y a véritablement un enjeu absolument majeur. Sur les 2,8 milliards de personnes vivant dans les régions les plus chaudes du monde, qui sont souvent les plus pauvres du monde, seuls 8% possèdent actuellement des climatiseurs, contre 90% aux États-Unis. Et d'ici 2050, je vous l'ai déjà dit, 3 pays feront la moitié de la croissance mondiale de demande d'énergie de climatisation. Alors évidemment, c'est 1,2 milliard, 1,5 milliard et 300 millions d'habitants. 1,5 pour l'Inde, 1,2, 1,3 pour la Chine, 300 pour l'Indonésie. Donc je suis d'accord, ça fait du monde, hein. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe. Et petite chose pour terminer ce petit passage un peu angoissant hein, quand même sur la climatisation, mais vous allez voir après c'est pire, un petit passage sur la montée en puissance des préoccupations scientifiques sur les problématiques de qualité d'air rafraîchi et d'exposition aux pathologies via l'air rafraîchi contenant
des germes, des bactéries en particulier, un problème important de transfert de bactéries par l'air rafraîchi ou de transfert viral et bactérien par l'air rafraîchi, et puis aussi problématique de croisement entre le champ de la production d'air rafraîchi et le champ de la pollution, donc avec les problèmes de santé publique dont on parlait. Et ça, c'est des travaux assez nouveaux qui commencent à émerger depuis quelques années. Je vous ai juste pris l'exemple de cet article de 2016 de cette revue qui s'appelle Building and Environment, qui est la revue de référence sur les problématiques de thermique des bâtiments. Voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous voyez, c'est tout à fait passionnant. En réalité, cette question de l'air climatisé est vraiment une question passionnante et on pourrait aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur le design de l'air climatisé. Moi, je pense qu'on peut vraiment dire, suivant Peter Sloterdijk, qu'avec l'air climatisé, on est véritablement face à un design atmosphérique. On design de l'air, vous voyez ce que je veux dire, on crée un air, on lui donne une qualité parce qu'on traite son humidité aussi. On traite son odeur dans les centres commerciaux, on traite la question de l'odeur. On traite sa circulation, les effets de brise que cela peut provoquer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du design atmosphérique. C'est tout à fait fascinant. Eh bien, ça n'est rien à côté de ce que nous allons découvrir maintenant, sous vos yeux ébahis, cher public, un autre design encore plus puissant et plus stupéfiant peut-être, mais beaucoup moins connu, mais qui va recouper le champ de l'air climatisé, puisque la question de la climatisation intervient dans ce que l'on appelle le monde des clean rooms ou salles blanches, en bon français. Et je voudrais vous proposer, pour terminer, une petite excursion dans, pardon, je ne dois pas toucher au micro, une petite excursion dans le monde des clean rooms pour vous proposer l'hypothèse que, à côté de l'air climatisé, l'air contrôlé, parce que la clean room, c'est de l'air surcontrôlé, l'air contrôlé s'impose aussi aujourd'hui comme un air urbain anthropocène majeur et qui va lui aussi être amené à se développer. Alors, pour le comprendre, il faut évidemment définir très rapidement ce qu'est une clean room. Eh bien, en fait, une clean room, c'est tout simplement un espace clos. Voilà un exemple de clean room. C'est un espace clos où la concentration des particules de l'air est maîtrisée afin de minimiser l'introduction, la génération et la rétention de poussière ou d'autres particules ou d'autres agents contaminants. Donc en fait, une clean room, c'est quoi? C'est un espace clos dans lequel la température, l'humidité et la pression relative sont contrôlées. C'est-à-dire que là, on va faire plus fort encore que dans l'air climatisé, on va même contrôler la pression, ça c'est ce qu'on appelle la pressurisation. On va donc contrôler la pression, soit en surpression, soit en sous-pression. Alors, ça veut dire qu'on prend la pression atmosphérique ordinaire et on va créer des conditions de sur- ou de sous-pression. Et on va filtrer cet air qui, vous voyez là, les flèches circulent dans cette clean room là, que j'ai pris de Wonbang. Wonbang, c'est une firme coréenne qui est un des 5 leaders mondiaux du marché de la clean room. Et on va filtrer avec des filtres extrêmement impressionnants, qui sont des filtres dont la taille peut être celle de cette pièce. Pour vous donner une idée, c'est des successions de parois dans lesquelles l'air passe pour éliminer les particules de la clean room. Avec des normes mondiales qui se sont imposées de ISO 8 à ISO 1. Bon là, c'est un tout petit peu compliqué à comprendre, mais plus vous allez vers le ISO 1, plus vous avez une capacité de filtration. Ça veut dire que, alors accrochez-vous, parce que c'est un peu un monde étrange. Dans la clean room, on filtre à l'échelle du nanomètre. OK? Ça veut dire qu'on filtre en dessous du millimètre. Ouais, imaginez ce qu'est une particule d'1 millimètre. On filtre à l'échelle du micromètre, en dessous donc du millimètre. Donc on filtre des particules qui sont vraiment d'une taille insensée.
Hein, pas du nano, du micromètre, hein, pardon. C'est déjà beaucoup. Et on filtre jusqu'à 1 micromètre. Ça veut dire que tous les virus, toutes les bactéries, pratiquement toutes les poussières sont absorbées. Ça veut dire qu'avec les cleanrooms de classe 1, alors attention parce que ça devient philosophiquement très intéressant, et c'est dommage que Sloterdijk n'en ait pas parlé, ça n'existait pas, il n'a pas vu ce truc-là. Avec les cleanrooms de classe 1, on produit ce que les concepteurs de la cleanroom appellent un air parfaitement pur. L'air pur étant évidemment un concept très particulier, qui s'impose d'ailleurs à partir de l'hygiénisme. Hein. C'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas travailler sur les cleanrooms, puisqu'on revoit là l'imaginaire de l'air purifié, de l'air totalement exempt de pathogènes, de poussières, de choses qui peuvent troubler l'air. Pourquoi fait-on ça? Eh bien, parce que, alors, c'est donc là, c'est un plan, si vous voulez construire une cleanroom chez vous, hein, bon, prévoyez quand même quelques moyens. En fait, vous voyez, vous avez les deux salles rectangulaires, je peux me lever peut-être, les deux salles rectangulaires ici sont des salles de travail dans lesquelles on va travailler. Ici, c'est des salles de travail. Vous avez ici, ces rectangles-là, ce sont vous savez, les sas qui permettent de passer des objets en pressurisation, dépressurisation. Donc vous ouvrez une porte vitrée, vous mettez un objet, vous fermez la porte vitrée, il y a une baisse de pression et de l'autre côté on ouvre. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir les deux portes ouvertes en même temps. Et vous avez la même chose ici pour les personnes. Vous avez des systèmes de sas qu'on appelle des salles grises, hein, qui sont des systèmes de sas qui permettent de rentrer, souvent avec des combinaisons, dans les cleanrooms de classe 1, en tout cas souvent avec des équipements pour ne pas soi-même rajouter de la poussière. Donc dans les cleanrooms de classe 1, on vit entièrement en combinaison, avec des filtrations totales de la respiration. Donc là aussi avec des technologies extrêmement sophistiquées. Alors la cleanroom a été inventée il y a maintenant quelques années, en 1960, donc c'est très contemporain, par un monsieur qui s'appelait Willis Whitfield, hein, qui vous montre sa clean room. C'était une petite boîte de quelques mètres cubes dans laquelle on filtrait l'air, on le climatisait et on le filtrait. Et il a inventé ça parce qu'il réfléchissait en fait sur le dégât que les poussières provoquaient sur certains processus de production. Au départ, la clean room, c'est la volonté de trouver un air sans poussière pour ne pas handicaper certains processus techniques. C'est pas pour rien que la clean room est née à la confluence du monde de la recherche, physique en particulier, et de la production. Donc, beaucoup de laboratoires de recherche aujourd'hui sont des clean rooms. Quand vous voulez faire une expérience de physique sans que cette expérience soit perturbée par des éléments extérieurs, vous produisez un air contrôlé. Mais un bloc opératoire, c'est une clean room. Les blocs opératoires les plus sophistiqués aujourd'hui sont des clean rooms de classe 1, avec parfois des systèmes de pressurisation d'air. Mais à droite, vous avez peut-être le plus gros volume de clean room au monde. C'est la salle blanche de la NASA, dans laquelle la NASA, c'est un cube de 33 mètres d'arête. C'est 33, un cube de 33 mètres d'arête, c'est très grand. Hein, c'est très très grand. C'est plus grand que ce bâtiment-là. Vous voyez, c'est un cube vide à l'air entièrement filtré en classe 1. À quoi sert-il? Il sert à la NASA à monter les télescopes, à monter les satellites, à monter les pièces qui vont être envoyées dans l'espace où il faut qu'il n'y ait aucune poussière. Mais aujourd'hui, les clean rooms, ce sont donc ces salles à l'air contrôlé, se sont développées dans un nombre croissant d'activités
à partir du champ initial de la recherche et de la haute technologie. Il y a des clean rooms partout en optique. Tous les verres de lunettes que vous avez, mesdames, messieurs, sur le nez, sont produits dans des salles contrôlées, parce qu'il ne faut pas de poussière qui viendrait altérer la qualité du verre. Vous avez, et tous les systèmes optiques sophistiqués, bien entendu. En pharmacie, la clean room de différentes classes est omniprésente. En cosmétique, tous les produits cosmétiques des supermarchés comme des marques de luxe sont produits en clean room pour garantir l'absence de pathogènes. Ce n'est pas forcément des classes 1, hein. Vous avez vu, il y a beaucoup de classes, ce n'est pas forcément des classes 1. Tous les cosmétiques. Donc, alors attention, l'industrie cosmétique, c'est pas n'importe quoi en termes de chiffre d'affaires. Toute la microélectronique. Il n'y a pas une fabrication de microprocesseurs qui ne soit pas effectuée dans une clean room. C'est même l'industrie du microprocesseur qui a produit les clean rooms industriels les plus spectaculaires. Parce que quand vous avez des microprocesseurs qui deviennent micrométriques, voire nanométriques pour certains, vous ne pouvez pas vous permettre qu'une poussière de 1 mm vienne perturber votre microprocesseur. Alors attention, industrie du microprocesseur, c'est dans le top 4 des industries mondiales stratégiques. Toute l'industrie du microprocesseur est en salle blanche. Moi, j'ai visité des salles blanches de microprocesseurs. Je peux vous garantir, c'est extrêmement impressionnant comme locaux. Vous avez 2 sas, les gens travaillent en combinaison pressurisée, en masque complet. C'est aussi impressionnant qu'un laboratoire de recherche où on garde des pathogènes, hein. Plus surprenant, l'industrie agroalimentaire utilise désormais systématiquement des salles contrôlées. On va en donner quelques exemples dans un domaine que vous n'imaginez peut-être pas. Pour vous montrer que ce n'est pas simplement les domaines de très haute technologie. La logistique et le stockage utilisent aujourd'hui de plus en plus d'entrepôts qui sont peu ou prou sur des modèles de salles blanches. C'est-à-dire avec un travail sur température, hygrométrie, filtration, SAS. Tenue réglementaire et protocole d'entrée. Dès que vous êtes obligé de changer votre vêtement, et de passer par un SAS, vous êtes dans une logique de salle blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand vous rentrez à l'hôpital dans une chambre d'un malade qu'il faut protéger des pathogènes. D'ailleurs, vous savez qu'il y a certaines chambres de malades qui sont pressurisées. On met les malades dans des situations de pression différentes parce que quand vous pressurisez sous pression notamment ou hyperpression, quand vous pressurisez, vous créez des seuils de pression qui permettent aux pathogènes de ne pas rentrer facilement. La recherche, évidemment, est entièrement marquée aujourd'hui par la logique de la salle blanche et la santé également. Nous avons donc eu en 60 ans création d'un système technologique extrêmement puissant qui est aussi un système économique très puissant mais qui est aussi un système normatif, c'est-à-dire qui produit de la norme. Et qui produit de la norme juridique, de la norme internationale, la norme juridique parce qu'il y a du contentieux autour de processus de clean room pas respectés qui produisent des malfaçons, la norme juridique internationale, les normes ISO dont on vient de parler, et qui produit de la norme sociale autour de la sécurité des processus, autour de la santé, autour de l'air pur. Et, chers amis, rappelez-vous l'image par laquelle j'ai commencé la fois dernière sur les purificateurs d'air intérieur, vendus désormais par millions, avec, je vous avais montré une page Google de requêtes purificateurs à l'intérieur, on voyait le nombre incroyable de matériel qui était proposé. Eh bien, dans certains cas, on pourrait dire que la norme sociale de la clean room infuse dans le domicile lorsqu'on veut faire de certaines pièces des pièces à l'air filtré et épuré. Alors, il n'y a pas encore de SAS, il n'y a pas encore de zone sous pression, mais on commence à avoir des espaces intérieurs climatisés où on peut rajouter des systèmes de filtration qui vont réguler l'hygrométrie, traiter l'odeur
purger l'air de ses miasmes. Revoilà le miasme. Donc nous sommes dans des logiques de clean room qui s'infusent et de design atmosphérique de l'air climatisé qui s'infusent dans le domicile individuel. Je ne pense pas que j'interprète quoi que ce soit, hein. Je mets simplement en relation des choses qui me paraissent procéder du même plan de cohérence. Revenons à mes moutons, c'est-à-dire mes clean rooms. J'ai beaucoup de fascination pour les clean rooms, hein. C'est vraiment quelque chose que je découvre depuis quelques années et c'est presque aussi fascinant pour moi que le réfrigérateur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réfrigération dans les clean rooms. Donc, regardons, voilà, ça c'est le modèle dont je vous avais parlé. Voilà, ça c'est le même Wombang qui propose clé en main un plateau de production microélectronique. Ça c'est le modèle d'une usine de microélectronique. Donc regardez, je vous ai repris le texte, hein, c'est le prospectus. Vous savez que j'adore aller travailler sur les documents des entreprises. J'ai repris le texte. If you're looking for the cleanest environment on the planet, it's a clean room of Wombang Tech. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne me dites pas que j'interprète quand je vous parle d'imagination dominante. Ne me dites pas que j'invente. C'est là. C'est là. Le plus propre des environnements de la planète, dans une salle blanche. Et vous avez là une salle blanche de microélectronique. Alors ça serait, dans le détail, c'est fascinant, hein. Vous avez ici des systèmes d'humidification, c'est-à-dire il faut humidifier l'air, donc vous avez des humidificateurs d'air extrêmement puissants. Wombang construit tout, donne le mobilier. Vous avez ici des systèmes d'air frais. Vous avez ici des plafonds spéciaux et vous avez toutes les lignes de production qui s'alignent et vous avez des sas sur les côtés et vous le voyez peut-être assez mal, mais ici les gens sont en combinaison blanche. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient au premier cours en janvier, quand je vous avais montré une page avec les ventes de combinaisons de sécurité avec de l'air filtré, ben voilà, c'est des combinaisons comme ça qu'on utilise. On prend une douche à l'entrée, parfois une douche à la sortie. Évidemment, Wombang vend aussi ça, et je n'aurai pas le temps, mais c'est tout à fait fascinant. Wombang vend aussi ça, c'est-à-dire Wombang vend également du capteur, de la donnée, du traitement de la donnée, du contrôle. Donc Wombang vend des systèmes de smart monitoring en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là, on retrouve la convergence entre le monde du smart, hein, de la smartness, et le monde de la production et du design de l'air contrôlé, conditionné. Là, c'est vraiment de l'air conditionné au sens fort du terme, hein. Vous avez l'air climatisé, puis au-dessus, vous avez l'air conditionné et contrôlé, qui est celui de la clean room, et les deux, évidemment, se mêlent. Et ça s'appelle le EFU Control System. Et vous voyez qu'on peut mettre donc en lien des capteurs LV32, des systèmes de collecte de la donnée, des PU-CMU, des ordinateurs reliés à des algorithmes, et en dessous, c'est des blocs de filtration et des blocs de climatisation. OK? Donc vous avez un dispositif technologique de l'air contrôlé qui est ici régulé à partir d'une capacité de production d'air et une capacité de contrôle de l'air produit et de sa qualité. Mais alors, plus surprenant, allez, j'adore cet exemple. Je suis allé Tabernac, choisir le cas d'un fabricant de pommes du Québec. Hein, donc les vergers Hamel, à Québec, grand horticulteur familial qui produit des pommes. Vous savez peut-être que le Québec est très fier de sa production de pommes. Il y a du cidre au Québec qui est très connu. Les Québécois estiment que leurs pommes sont très bonnes, ils n'ont pas tort. Eh bien, aujourd'hui, l'air contrôlé a gagné le champ de l'horticulture. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire de vergers horticoles, notamment si vous faites des pommes, le caractère stratégique de la chose ne vous échappera pas. Si vous faites des pommes, il faut que vous puissiez stocker vos pommes pour pouvoir les vendre tout au long de l'année alors que c'est un fruit saisonnier. Mais c'est la même chose pour d'autres fruits, mais les pommes particulièrement, puisque les pommes, dans certaines conditions, peuvent se garder pratiquement 1 an, sans perdre leur qualité organoleptique, en tout cas très peu, et sans perdre leur qualité d'apparence. Et pour ce faire,
Quelle est la solution? Eh bien, la solution est de les entreposer dans des espaces d'air contrôlé, c'est-à-dire des espaces au frais, à température constante fraîche, avec une hygrométrie contrôlée et en filtrant les poussières et en travaillant sur la pression. En général, ces salles sont pressurisées. Donc vous avez ici les chambres de refroidissement, vous voyez, c'est des chambres dans lesquelles on entre avec des palettes et avec des appareils spéciaux, en général avec une tenue réglementaire, dans lequel on fait baisser la température. On fait baisser la température jusqu'à une température très faible, qui est aux alentours de 3 à 4 degrés. Là, la pomme n'est pas altérée par cette température-là. On filtre l'air pour qu'il n'y ait pas de pathogènes qui viennent gâter la pomme. On pressurise pour qu'il y ait des effets de pression. Et vous construisez tout ça dans un hangar avec des sas qui permettent aux camions d'accéder, qui permettent aux personnes d'accéder. Vous avez au-dessus des groupes techniques, donc un groupe de climatisation qui devient un groupe relativement important. Alors ici, je vous ferai grâce de la technologie, c'est un système de refroidissement au CO2 transcritique. Voilà, on utilise aujourd'hui du CO2 comme gaz de refroidissement. Voilà, c'est un CO2 traité. Vous voyez qu'on est en plein dans l'anthropocène. On utilise du CO2 et on utilise l'argument de cette utilisation aussi pour dire qu'on travaille aussi sur une utilisation valorisante du CO2 pour pouvoir refroidir des pièces où on entrepose des pommes. Là, nous ne sommes pas dans une production enfin, je veux dire, la pomme n'a pas de valeur marchande qui est celle d'un microprocesseur, vous voyez? On est vraiment dans quelque chose d'assez courant et vous avez un énorme évaporateur aussi que vous voyez qui est absolument nécessaire pour ça. Mais regardez, ça c'est une publicité d'une société angevine spécialisée dans la vente aux horticulteurs et aux arboriculteurs, là aussi de systèmes de stockage. Ben, vous voyez qu'on arrive même désormais, pardon, eh ben, j'ai encore fait une bêtise, voilà. On arrive même à vendre ici, à gauche, des petites salles blanches. Alors là, on est sur de la salle hors norme ISO, mais c'est un principe de refroidissement, de filtration, tout pareil, pour stocker des plantes qui vont être vendues ensuite chez les fleuristes. Et vous avez la même chose pour les vergers, et vous avez même la même chose pour les chais aujourd'hui, qui sont de plus en plus, chez certains producteurs de vin, des chais où on travaille l'hygrométrie, la filtration de pathogènes, et on travaille même la pression. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, le domaine de l'air contrôlé et pressurisé s'est élargi à un point que vous avez du mal à imaginer, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pratiquement plus aucun processus de production industrielle, y compris dans le monde agricole, qui ne soit pas gagné par la norme de la salle à l'air contrôlé et à l'air pressurisé. On va même aujourd'hui plus loin. Regardez, un rapport de l'INRS qui date de 2016 faisait la liste de tous les engins de travaux publics où les personnels étaient exposés à des polluants ou à des pathogènes ou à des poussières. Vous voyez? Et que se passe-t-il à partir de là? L'INRS a produit des normes de santé des travailleurs et je n'ironise pas, c'est nécessaire bien sûr. Quelle est la technologie qui a été choisie pour faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés à ces poussières, à ces agents polluants et à ces pathogènes? Eh bien, la réponse est comme toujours dans le marché. Voilà une copie d'écran d'Actemis, qui est une société qui fait circuler l'information auprès des professionnels des travaux publics et de la logistique sur l'évolution des technologies et qui annonce Manitou, vous savez, c'est une marque d'engins, pressurise ses cabines. Et hop, voilà les cabines pressurisées Manitou. Ce sont des cabines qui sont réellement pressurisées. C'est-à-dire, elles sont à pression contrôlée. On filtre l'air, on le climatise, mais on le pressurise.
Pourquoi? Pour éviter l'exposition aux éventuelles pollutions. Donc vous avez de plus en plus d'engins dont les cabines sont aujourd'hui climatisées, pressurisées. C'est-à-dire qu'en fait, la cabine devient une petite clean room. Idem sur des choses très industrielles, regardez. Là aussi, c'est des réclames, hein. Moi, j'invente rien. Hein. Cabine de peinture pressurisée. Donc en fait, on pressurise des espaces industriels pour améliorer le processus de production. Là, pour améliorer quoi? Pour améliorer l'efficacité de la peinture d'objets métalliques, parce que si on pressurise, on va utiliser moins de peinture pour un meilleur résultat. Et on va en plus protéger les employés qui vont être derrière un sas et qui vont gérer la peinture par automatisation. Donc la clean room devient aussi un modèle dans le process industriel lui-même. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que géographe travaillant sur l'Anthropocène, c'est que l'intérieur de la cabine de peinture, elle fait partie du monde urbain anthropocène. Vous voyez, c'est un espace urbain, comme un autre. C'est pas parce qu'il n'y a que des objets, c'est un espace urbain. Ça fait partie de l'œcumène urbanisé. Donc la pressurisation devient aussi quelque chose qui, en première intention, peut servir, quelque chose qui n'est pas de la très haute technologie. Il s'agit là de peindre de la carrosserie. Et puis évidemment, vous avez la pressurisation. Bah oui, fallait bien que j'y vienne. Hein. La pressurisation de quoi? Des avions. Toutes les cabines d'avions sont des clean rooms. Elles sont toutes climatisées, filtrées, pressurisées. Avec des problématiques d'ingénierie très subtiles sur le traitement des odeurs. Au moment de la pandémie, il y a eu des modélisations qui ont été faites sur la circulation des virus, comment on pouvait attraper le virus, etc. Donc vous avez complètement une logique de la pressurisation. Alors ne me dites pas que c'est marginal, parce que s'il y a bien un espace clé de l'Anthropocène planétaire, c'est bien l'espace de l'aviation, c'est bien l'espace aérien. Nous vivons donc, dès que nous prenons l'avion, dans un monde pressurisé. Nous sommes adhérents aux standards de la pressurisation. Dans les trains, on va bientôt pressuriser les cabines aussi, hein, vraisemblablement. Il y a des recherches qui sont faites pour améliorer les qualités d'air. Parce que la pressurisation permet de traiter aussi la problématique des odeurs. Oh, puis bon, il faut bien rigoler. Station spatiale internationale, ici, hein, vous avez le module russe devant et le module américain derrière, et puis station spatiale chinoise, en cours de développement jusqu'en 2030. Prototype expérimental de la pressurisation de l'air et du traitement de l'air, du contrôle de l'air en milieu extrêmement particulier, où là, on essaye de recycler l'air et de produire de l'oxygène à partir du carbone. Donc là, on est passé à un stade ultérieur, c'est-à-dire on essaye de produire de l'oxygène à partir du rejet des gaz rejetés par les astronautes dans la clean room. L'avion, on ne fait pas ça. Hein. L'avion, on récupère de l'air qui est passé dans les moteurs. Je vous le dis, hein, l'air que vous respirez dans une carlingue, c'est en fait de l'air qui a été turbiné, qui est rentré dans les turbines, qui est ensuite récupéré, qui est filtré plein de fois, ce qui fait qu'il sent, en principe, si l'avion est bien entretenu, il ne sent pas le kérosène. Mais ça vous est arrivé, je pense déjà, de sentir un peu le kérosène, peut-être dans un avion au décollage. Ce n'est pas parce qu'il y a une fuite de kérosène, c'est parce qu'il y a un problème de filtration de l'air. Je vous le dis, hein, au passage, pour ne pas vous affoler. Donc là, on va plus loin, puisqu'on produit véritablement, on essaye de produire de l'oxygène à partir du gaz carbonique. On n'est pas complètement autonome, il faut réalimenter en oxygène périodiquement, mais on arrive aujourd'hui à produire, de même d'ailleurs qu'on produit l'eau, hein, puisqu'on produit l'eau à partir de l'urine et de l'évaporation. Donc on arrive à produire là beaucoup plus d'eau qu'on ne produit d'air. C'est le prototype, c'est le champ d'expérimentation du design atmosphérique. Et c'est intéressant, on ne peut pas ne pas évoquer ces questions-là quand on évoque ce problème. Alors, j'ai déjà dépassé mon temps, mais je voudrais quand même prendre encore 5 minutes, si vous en êtes d'accord, pour peut-être faire une petite conclusion de ce cours
Je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà, en guise de conclusion de ce cours. Alors pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser, plus exactement, de me pardonner. J'ai bien conscience que cette année, ce cours a été assez foutraque. Est parti un peu dans tous les sens, mais comme je vous l'avais dit et je vous avais prévenu, donc je ne vous ai pas pris à la déloyale, c'est un cours que j'ai fait vraiment sur une thématique qui me paraît fascinante, mais sur laquelle je ne connais rien. Donc j'ai simplement essayé d'approfondir des intuitions à partir de quelques travaux que j'avais réalisés sur l'importance de l'air conditionné dans les hyperlieux, de l'air climatisé dans les hyperlieux. Mais plus j'ai travaillé, et j'ai travaillé avec sérieux, en prenant en charge des données austères, hein, parce que aller se farcir pendant plusieurs heures des prospectus d'industriels de la clean room, c'est quand même pas forcément complètement le truc le plus fantastique qu'on ait à faire un week-end. Mais plus j'ai travaillé, plus je me suis dit que cette intuition d'une aérologie anthropocène nécessaire était vérifiée. Je pense que l'on peut dire véritablement, on a aujourd'hui un travail de l'air dans la planète urbaine contemporaine, un travail de l'air qui est de plus en plus omniprésent et qui a des racines historiques qu'on peut faire remonter, me semble-t-il, à l'aérologie du XVIIIe siècle, d'où ce démarrage très historique de ce cours. Mais vous voyez que nous sommes arrivés à des choses très contemporaines et même à des choses prospectives. Nous vivons en un monde où le design climatique ou atmosphérique est de plus en plus un standard et s'impose à nous parce que ce design atmosphérique, que fait-il? Eh bien, il nous propose des aires de vie. Il nous propose des aires à vivre. Finalement, ce design atmosphérique, c'est aussi un design de nos formes de vie. Ok? Ni plus ni moins. C'est un design de nos formes de vie autant que un bâtiment est un design de nos formes de vie. Et donc, il faut en prendre conscience parce que ça veut dire évidemment qu'une politique anthropocène, ça sera nécessairement une politique de l'air et pas simplement de l'air planétaire. Pas simplement de l'air quand on considère le réchauffement climatique planétaire, mais aussi une politique locale et micro-locale de l'air. Et une géopolitique micro-locale et locale de l'air qui va nous confronter aussi à l'air designé comme facteur d'inégalité. Ça, je ne suis pas capable d'aller plus loin parce que c'est un champ de recherche énorme. Hein, mais le cours là, est juste là pour essayer d'ouvrir des perspectives. À côté, évidemment, de cette préoccupation locale et régionale, il y a aussi toujours la réflexion sur des tentatives de géo-ingénierie globale, c'est-à-dire qui viseraient à contrôler l'air planétaire, mais à l'échelle de la Terre, hein, à contrôler à l'échelle planétaire son air. Donc un travail à l'échelle locale, une sorte de terraformation de l'air planétaire avec des géo-ingénieries spécifiques. Alors vous savez, moi, le géo-ingénierie, j'ai une utilisation du mot qui est un peu particulière, c'est-à-dire que je pense en fait que l'être humain est géo-ingénieur. Voilà. Dès qu'il organise un espace, c'est de la géo-ingénierie. Pour moi, la géo-ingénierie, c'est le concept générique que j'utilise pour définir ce que d'autres appellent la terraformation. Mais je préfère parler de géo-ingénierie parce que je trouve que c'est plus juste. Parce que ça fonctionne à toutes les échelles. Ça veut dire que quand vous organisez un petit campement, lorsque vous randonnez et que vous organisez un petit campement pour passer la nuit dans votre randonnée, vous faites de la géo-ingénierie. C'est-à-dire vous mobilisez un génie, c'est-à-dire un ensemble d'artefacts et de techniques, pour stabiliser un espace momentané de vie. Pour moi, c'est de la géo-ingénierie. Donc en fait, la géo-ingénierie est une compétence de l'espèce, et ensuite vous avez des intensités de géo-ingénierie différentes qui mobilisent des technologies particulières. Mais la géo-ingénierie commence dès l'organisation de votre cuisine. Dès la mise en place de votre espace domestique. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me permet, moi, ensuite, dans mon travail, de revendiquer qu'on prenne les habitants au sérieux et les habitantes au sérieux dans les politiques publiques, parce que je dis, mais finalement, les habitants et les habitantes sont les experts de la géo-ingénierie, dont il faut écouter la parole pour comprendre les enjeux de la cohabitation dans un espace donné.
Vous voyez pourquoi j'essaye de travailler le mot géo-ingénierie comme ça, parce que c'est un moyen pour moi d'habiliter la parole habitante. Alors que la plupart des ingénieurs classiques essayent de minoriser la parole habitante, au nom du fait que les habitants n'auraient pas de compétences. Ou simplement des compétences culturelles, vous voyez, des trucs un peu éthérés. Non, non, les habitants ont une compétence de géo-ingénieur. Et si vous le prenez comme ça, c'est un peu déconcertant au départ, mais c'est très intéressant de le travailler de cette manière. Ça permettrait, mais là je m'embarque sur quelque chose qui serait trop long, et je le cite pour certains qui auraient pu déjà voir ça. C'est pour ça que, par exemple, j'ai soutenu l'opération de la designeuse Mathilde Pelé et son opération Soustraire, qui est exposée aujourd'hui à la Cité du Design à Saint-Étienne, où elle a pris son appartement et elle a enlevé tous les jours un objet jusqu'au moment où l'habitation n'était plus possible. Et elle a décomposé l'objet, elle a documenté la déconstruction de chaque objet, elle a mis tout ça dans des archives, elle a essayé de réutiliser d'ailleurs des bouts d'objets, parce que pour moi, la démarche de Mathilde Pelé, en fait, c'est une démarche de géo-ingénieur habitante. C'est quelqu'un qui habite et qui va simplement se poser la question de l'ingénierie de son habitation, dans une perspective de jeu très intéressant qui est de savoir jusqu'à quand un espace est habitable quand on lui retire des artefacts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi la géo-ingénierie pour moi est à prendre dans un sens beaucoup plus extensif que ce qu'on entend habituellement. Mais il y a évidemment des géo-ingénieries d'échelle globale qui sont portées par des capacités techniques différentes pour traiter directement ou indirectement un problème aérologique. Alors, prenons, comme je suis trop long, prenons un cas, voilà, une tentative de géo-ingénierie extrêmement sérieuse qui est produite à Lyon, au sein du laboratoire de chimie de l'Institut de chimie et de catalyse de Lyon, qui est un des 10 meilleurs laboratoires mondiaux sur la chimie. C'est vraiment un laboratoire formidable qui produit de la chimie à la fois classique, mais aussi aujourd'hui avec une réflexion sur l'évolution nécessaire de la chimie par rapport aux questions anthropocènes, parce que toutes les sciences sont bouleversées par la question anthropocène. Voilà l'exemple d'un travail pour essayer de comprendre comment un polyèdre métal organique appelé le RH2 pourrait, dans certaines circonstances que je ne maîtrise pas complètement, grâce au rayonnement lumineux, grâce à la photosynthèse, décomposer, catalyser le carbone atmosphérique pour le transformer en acide formique, produit chimique qui a un intérêt industriel actuel et potentiel intéressant. Donc ça, c'est de la géo-ingénierie, vous voyez. Et pour moi, je ne suis pas du tout péjoratif parce que, en fait, je pense qu'on a toujours besoin de géo-ingénierie. La question de savoir, c'est comment on débat du choix politique qui va avec telle ou telle géo-ingénierie. Mais là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant puisque c'est l'idée d'utiliser la lumière du soleil pour transformer le CO2 en autre chose, évidemment avec un catalyseur, qui là, moi je n'ai pas de compétences pour juger du catalyseur, mais en tout cas, je pense que ça a l'air suffisamment, il y a des chimistes dans la salle, donc ils me confirmeront, ça a l'air suffisamment intéressant, en tout cas, pour avoir une publication dans un journal important de la chimie, et donc ça paraît suffisamment sérieux, et on voit bien que ces tentatives de géo-ingénierie vont se multiplier. Il y en a qui sont complètement exotiques, complètement insensé, hein, vous savez, mettre des miroirs en haute atmosphère pour renvoyer le rayonnement solaire, bon là je pense que, hein, disperser du soufre à la surface des océans et des nuages pour là aussi créer des perturbations de l'atmosphère, là ça paraît un peu compliqué. Mais il y a des solutions qui paraissent plus sérieuses. Celle-ci paraît assez intéressante. Évidemment, il y a des conditions de dispersion de ce composé métal organique. Là, je ne suis pas encore une fois compétent pour en juger. Disons que dans les géo-ingénieries planétaires, il y a deux styles. Il y a à la fois ceux qui veulent catalyser le carbone, quoi, en fait, d'une manière ou d'une autre, ou empêcher l'effet de serre de chauffer par trop en traitant le carbone atmosphérique, et puis il y a ceux qui veulent stocker le carbone.
hein, donc souvent d'ailleurs par des mécanismes de stockage qui traitent le carbone après aspiration du carbone. Donc pour aller vite, vous avez les catalyses d'un côté et de l'autre côté les aspirations. Hein. On aspire, on crée des aspirateurs à carbone qui vont ensuite stocker le carbone et éventuellement d'ailleurs le retraiter. Hein. Mais ça, c'est plus ou moins réalisable. Et moi, je peux vous dire que quoi qu'il arrive, les géo-ingénieries de ce type vont se développer. Donc il faut plutôt, y compris quand on est critique par rapport aux géo-ingénieries, il me semble qu'il faut plutôt scientifiquement les suivre, hein, essayer de les comprendre pour pouvoir éventuellement à partir de ça faire de la politique. Et pas simplement du business, parce qu'à un moment ou à un autre, la géo-ingénierie, lorsqu'elle travaille à l'échelle planétaire, elle n'est plus simplement justiciable ou justifiable d'une démarche purement économique, ça devient une question politique, puisque si on va faire de la géo-ingénierie à l'échelle planétaire, ben ça veut dire qu'on va travailler notre coumen commun, on va travailler notre espace de vie en commun. Donc le problème n'est pas tellement la géo-ingénierie en elle-même, le problème c'est quand la géo-ingénierie est dépolitisée et dégéopolitisée. C'est d'ailleurs pareil pour la climatisation ou pour l'air contrôlé. Moi je n'ai rien contre ces techniques, en plus j'ai plutôt assez spontanément, vu que je suis un boomer, j'ai plutôt assez spontanément un peu de fascination pour ces inventivités technologiques et la science qu'il y a derrière. Mais ce qui me pose problème, c'est quand il n'y a plus de délibération géopolitique sur l'utilisation de ces géo-ingénieries, c'est-à-dire quand l'air climatisé devient la norme sans qu'on en discute. Parce que lorsque l'air climatisé devient la norme mondiale, alors c'est une question de géopolitique mondiale. Parce que ça produit des inégalités, ça produit de l'injustice, ça produit un changement de nos manières de vivre dont on devrait discuter collectivement, puisque la question de la cohabitation à l'échelle planétaire, c'est la grande question politique de l'Anthropocène. Et c'est la même chose d'ailleurs pour terminer sur cela que je vous avais montré au premier cours, dans la dernière séance du premier cours. Comme quoi, vous voyez, il y a un peu de cohérence quand même dans cette démarche. J'avais pris cet article paru en 2018 dans PNAS où on essayait de réfléchir à partir de quelques-uns des meilleurs scientifiques du moment sur le changement global, notamment Will Stephen, Johan Rockström, etc. Tous les gens qui ont produit le concept de grande accélération, j'avais travaillé sur cette problématique assez équivoque qu'il proposait de trajectoire du système Terre dans l'Anthropocène avec leur revendication de créer une Terre stabilisée. Voilà. Ils voulaient stabiliser le système Terre à partir de ce qu'ils appellent the stewardship of the Earth. Alors stewardship, c'est très difficile à traduire en français, donc moi je traduis par intendance de la Terre. Stewardship of the Earth, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'agir sur le système Terre dans sa globalité pour stabiliser sa dynamique. Waouh! Et vous voyez, on évite donc, vous voyez la petite Terre là, hop, vous voyez la petite Terre stabilisée là, on l'a stabilisée sur la gauche. Et si on ne la stabilise pas, elle va aller vers le hot house Earth, c'est-à-dire la Terre cocotte minute, hein, qui va devenir insupportable. Donc il faut la stabiliser par des géo-ingénieries particulières. Et je termine par ça parce que toutes ces géo-ingénieries sont des géo-ingénieries de l'air. Parce que ce sont des géo-ingénieries de contrôle des gaz à effet de serre. OK? Mais comme tout se tient, les gaz à effet de serre sont aussi produits par toutes les ingénieries de production de l'air local. Donc vous voyez, cette question-là est aussi une question que nous devons aborder si nous voulons penser à cette aérologie anthropocène que j'ai essayé d'esquisser pendant ces 6 séances footrack. Voilà, on va donc terminer, il y aura encore beaucoup de choses à dire. J'ai pris comme d'habitude beaucoup de plaisir à faire ce cours, j'espère que vous en aurez à le suivre. Encore une fois, ce cours n'est pas conclusif, il est simplement interrogatif, c'est un cours d'ouverture. Comme vous le savez peut-être aussi,
L'école urbaine de Lyon a rencontré quelques difficultés dans les dernières semaines par perte de financement d'État, mais je ne sais pas si beaucoup écouteront le cours jusqu'à la fin, puisque là j'ai débordé très largement et j'ai pris 1h20 au lieu d'1 heure, mais je dois vous dire que l'école urbaine ne s'arrêtera pas, que l'année prochaine, une nouvelle école urbaine de Lyon produira un certain nombre d'activités, changera sans doute de nom, s'appellera sans doute la nouvelle école urbaine de Lyon, portée par l'Université de Lyon, et que croyez-moi, si nous le pouvons, nous reviendrons avec des cours publics parce que nous aimons bien cela. Nous allons donc solliciter de nouveaux collègues, tiens, par exemple des chimistes qui pourraient faire un très beau cours sur la chimie anthropocène. Et en tout cas, quant à moi, si j'en ai la possibilité, je vous proposerai mon 5e cours public de l'école urbaine de Lyon et je vous garantis que ça sera le dernier puisque ensuite j'arrêterai et ce 5e cours public sera consacré à une politique et une éthique de l'Anthropocène que j'ai gardé pour la fin, puisque évidemment, il faut toujours garder le meilleur pour la fin. Merci de votre attention et à très bientôt.